L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Alain Zabulon. Alain, bonjour. Bonjour. Alors Alain, je ne sais pas comment vous présenter parce que il y a beaucoup de portes d'entrée pour accéder. Mais là, finalement, on va faire simple. Je propose qu'on fasse simple. Alain Zabulon, auteur de L'Imposteur, qui est votre 10e livre. Absolument, tout à fait. Qui est... alors, on va parler du sujet qui est absolument... Ce que je dis, hein, c'est un terme, hein, je crois qu'il existe, un page-turner. Voilà, c'est un anglicisme. Oui. Un tourneur de page. Alors, on est dans une histoire qui mélange thriller, écriture... Fiction politique, imposture littéraire, histoire d'amour. C'est vaste, c'est un petit peu mélange de tout, mais j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'aime bien faire des mélanges de genres comme ça. C'est tout le plaisir que j'ai à écrire, c'est d'inventer des histoires dans lesquelles je me fais plaisir, et puis j'essaie évidemment de faire plaisir à ceux qui me lisent. Et effectivement, ce livre, il part d'une imposture littéraire, qui est le fait en 2 mots, d'un professeur de collège qui n'est pas très heureux dans sa vie. Il est professeur de collège dans une zone d'éducation prioritaire, sa vie est un peu tristounette, et surtout, il rêve d'être écrivain. Malheureusement, il n'y arrive pas. Et tous les manuscrits qu'il envoie dans les maisons d'édition lui sont retournés avec une formule de politesse, malgré l'intérêt de votre ouvrage, etc. Nous sommes au regret de vous annoncer que. Jusqu'au jour où, à la faveur d'un déménagement qu'il fait avec un copain, il tombe sur un manuscrit emmailloté, scotché, planqué au fond d'une cuisinière, quasiment introuvable. Il tombe sur ce manuscrit, ça l'intrigue, et du coup, il ne résiste pas au plaisir de l'embarquer et de le lire. Et ce livre va bouleverser son existence. D'abord, il va rentrer dans cette histoire, qui va l'habiter, qui va l'envoûter. Il va faire des recherches pour voir si ce roman existe quelque part, est-ce qu'il a été publié. Il va passer des heures sur Internet à rechercher cet auteur qui officiellement s'appelle Paul Nerval, mais il ne le trouve pas. Le roman, il ne le trouve pas non plus. Et il ne va pas résister à la tentation, il va le publier en son nom. Et ça va totalement bouleverser sa vie. Il va d'abord connaître un immense succès. C'est le roman de l'année. Le voilà propulsé prix Goncourt, prix Goncourt. Il va décrocher même le prix Goncourt. Donc, sa vie va s'en retrouver totalement bouleversée. Sauf qu'il va découvrir à ses dépens qu'il n'aurait jamais dû publier cette histoire. Et on ne va pas dire pourquoi. On va simplement dire que le jour où son fils est kidnappé, il va réaliser que cette histoire n'aurait jamais dû sortir. Évidemment, vous ne saurez pas pourquoi, sauf si vous lisez L'Imposteur, naissance d'un écrivain. En off, Alain, vous m'avez parlé de Pierre Bellemare. Oui. Qui était là. Oui. À ce moment-là. Oui. C'est incroyable. Vous le faites très bien. J'ai fait quoi? Et non, mais c'est vrai, on a parlé de Pierre Bellemare, de cette envie de raconter des histoires. Pierre Bellemare qui a bercé un peu votre jeunesse, en fait, dans cette histoire. Il fait partie de ces gens qui m'ont fait aimer la télé. Il avait des talents de conteur, de raconteur d'histoire. Et puis surtout, et ce que je vous ai dit, et je suis prêt à le répéter à l'antenne, il représentait cette culture de bienveillance, d'érudition, de bonhomie, de culture. Ça, c'était l'époque de Pierre Bellemare. Et puis aujourd'hui, on a Cyril Hanouna. Et oui, voilà. Je ne vais pas vous contredire. Et vous aurez compris des deux lequel je préfère. Évidemment. Et c'est important, enfin, de ne pas confondre bienveillance et naïveté, en fait, de redonner ses lettres de noblesse à la bienveillance. Pour revenir au livre, L'Imposteur, je vous posais la question, en fait, parce que l'intrigue est quand même extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme, d'autant plus dans une société qui est en crise de vérité, c'est-à-dire qu'on est obsédé par la vérité, ou l'idée de la travestir, ou l'idée d'en faire une espèce de socle immuable, quitte à se tromper. Enfin, la question de la vérité est une question troublante en ce moment. Oui, tout à fait. Et là, on a l'histoire d'un homme qui, sur un mensonge, va finalement va pouvoir devenir qui il est au fond et qu'il attendait d'être depuis déjà longtemps. Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'un mensonge, d'une imposture, on peut dire cela, puisqu'il a piraté cet ouvrage qu'il n'a pas écrit, et ça va révéler quelque chose que je ne veux évidemment pas raconter, mais oui, j'aime bien ce que vous dites, c'est tout à fait ça. Nous vivons une époque où la vérité n'est que relative, où chacun a sa vérité, mais où la vérité, dans l'absolu, n'existe plus. Le rapport à la science a
complètement changé. Aujourd'hui, l'avis d'un scientifique de renom qui a 15 ans d'études et qui explique quelque chose n'a pas plus d'importance qu'un obscur anonyme qui est sur les réseaux sociaux va vous expliquer que le dérèglement climatique n'existe pas. Nous vivons l'époque des vérités relatives, des fake news, des impostures. Et là, j'ai voulu effectivement manier un paradoxe, puisque cet homme devient célèbre à partir d'un livre qu'il n'a pas écrit. Et à partir de là, ça va déclencher quelque chose dans la deuxième partie du livre qui, je l'espère, surprendra le lecteur. Mais je ne peux pas en dire plus. Alors voilà, moi je peux dire quelque chose, c'est que le début est surprenant parce que le début commence pas du tout à ce niveau-là, d'ailleurs, mais nous plonge dans une espèce d'ambiance. J'avais presque l'impression d'être dans un film d'espionnage, j'allais dire des années 70, mais même pas en fait, une espèce de film un peu de oui, si, toute cette courant du cinéma qui pouvait y avoir, un peu âpre, un peu sec, et qui nous montre des coulisses, en fait. Et sans le glamouriser. Enfin, le début est saisissant. Dur aussi. Moi, à un moment, j'ai fait, sans dire ce qui se passe, hein, mais bon. Oui, j'aime bien faire réagir le lecteur par des contrastes. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier chapitre est rude. Voilà, on rentre dans l'histoire de manière un peu brutale. On est plongé, ouais. Ensuite, on passe sur une narration beaucoup plus lente, dans laquelle le principal personnage, je l'installe un peu dans sa vie, dans son quotidien, et j'emmène le lecteur dans ses rêveries littéraires, dans ses désirs d'écriture, et là on est dans autre chose. Et puis, quand il va donc s'approprier ce manuscrit anonyme, là, on va revenir. Alors, il y aura la période d'euphorie, de gloire, où effectivement, il va décrocher le prix littéraire le plus prestigieux. Et puis, c'est après que les choses se gâtent. C'est presque le risque de l'effet loto. Ouais. Le fait de gagner quelque chose qu'au fond de soi, on a l'impression de ne pas vraiment avoir mérité. Et, oui. Les gens qui gagnent au loto sont confrontés souvent à cette difficulté. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont suivis ou accompagnés. Ouais. Parce qu'il y a d'un coup, je reçois quelque chose qu'en réalité, je n'ai peut-être pas vraiment mérité. Mais on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Une dernière question, si vous voulez bien. C'est une question un peu ludique. C'est est-ce que vous avez... Si vous aviez été à la place de... Donc Bastien, hein, c'est ça le personnage. C'est ça. Si vous avez été à la place de Bastien, est-ce que vous auriez fait la même chose? Oh là là, la question piège. Trouver comme ça un manuscrit, chercher, vérifier, voir que personne ne le réclame, il appartient à personne, il a l'air... Je pense que j'aurais été très tenté, pour être complètement honnête, j'aurais été très tenté de le faire, mais je pense que j'aurais pas osé. Ouais. Je pense qu'au dernier moment, quelque chose m'aurait freiné... ne serait-ce que déjà par la crainte de se faire rattraper. C'est-à-dire que, après tout, il se pourrait que son imposture soit découverte. Alors, je dis pas comment les choses vont se passer, mais oui, j'aurais été tenté, bien sûr. Surtout que là, mon personnage va rentrer dans cette histoire. Il va même s'approprier un des personnages de l'intrigue dans lequel il va retrouver ce qu'il est. Et il va tellement rentrer dans ces histoires qu'au bout d'un moment, je lui fais dire à un moment, c'est comme s'il l'avait écrit lui-même. Tellement il s'est approprié l'histoire. Donc, pour lui, peut-être que ça n'est pas une imposture pour lui. Peut-être qu'il se dit, en faisant connaître ce roman, je lui donne la renommée et la vie qu'il mérite, puisqu'il est aujourd'hui complètement anonyme. Donc, l'imposteur, mais peut-être le justicier d'une certaine manière. Enfin bref, il va essayer de se trouver des justifications morales et il est habité d'un sentiment de culpabilité parce qu'il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et comme c'est un garçon qui a des valeurs, parce que moi, je m'attache un peu à mes personnages. Je veux pas le faire passer pour un salaud parce que c'en est pas un. C'est encore plus engageant. Il est ambigu. Il a un rapport très, très ambigu. Tous, finalement. On aimerait se rêver grandi, mais on est tous un peu aussi. Voilà. Donc, oui, pour répondre à votre question, sûrement que ça m'aurait démangé, mais je ne suis pas certain que je serais passé à l'acte. Je crois que je n'aurais pas osé. On va continuer à parler de votre livre et dans la deuxième partie de l'interview, j'aurais dû garder cette question juste pour faire un petit teaser moi aussi, mais bon. Mais on a des choses à dire aussi, et notamment sur votre parcours et comment votre parcours en tant que haut fonctionnaire, en tant que préfet, a sans doute, j'aimerais bien savoir, nourri justement la matière dont sont constitués vos livres. On va parler de tout ça dans la deuxième partie.
L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec mon invité Alain Zabulon. Nous parlons de L'Imposteur, votre 10e livre, La naissance d'un écrivain. Oui, parce qu'il y a un sous-titre quand même. L'Imposteur, naissance d'un écrivain. Oui. On va pas repartir sur tout le sujet, mais c'est ce qui m'a fait. Je me suis dit, c'est un peu coquin quand même comme sujet. Partir d'une imposture pour devenir soi. Oui, c'est gonflé quand même. Oui, mais j'aime bien. Oui. C'est un itinéraire, Alors, j'ai une réflexion qui est de dire que c'est pas par hasard qu'il a découvert ce livre. Alors, je ne crois pas au hasard. Je crois à la nécessité. Oui. Je crois au destin. Oui, voilà. Je crois que souvent on se dit, tiens, il m'est arrivé ça par hasard, que le hasard soit heureux ou malheureux. Mais en fait, c'est parce que ça devait arriver. Et les gens qui s'approprient leur destin sont capables de voir derrière le fait du hasard, c'est parce que derrière, il y avait un chemin qu'ils n'avaient pas vu et que cet événement qu'ils croient être du hasard n'en est pas un. C'est pour ça que je dis que le hasard... Vous en parlez au début, c'est le destin qui se cache ou... Voilà, le hasard est le visage que se donne le destin pour ne pas se faire reconnaître. Voilà. Et je crois beaucoup à ça. Oui. Il m'est arrivé dans ma vie des événements qui, sur le moment, m'ont paru être des aléas, des accidents ou des hasards, et je leur ai donné du sens après. Je peux vous donner un exemple. Oui, j'aimerais bien. Lorsque j'ai quitté le poste de directeur de la sûreté d'aéroport de Paris, j'ambitionnais de revenir dans mon métier de préfet. Et j'ai donc postulé. Et ça n'a pas marché parce que, je sais pas, trop vieux, trop près de la retraite, enfin bon, bref, pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné. Sur le moment, j'en ai ressenti une certaine frustration, sauf que le hasard faisant peut-être bien les choses, il se trouve que ça m'a permis de démarrer une action d'élu local dans laquelle je m'épanouis beaucoup, puisque je suis élu dans ma commune. Et si finalement si j'avais eu ce poste, je n'aurais pas été l'élu local plutôt heureux et épanoui que je suis aujourd'hui. Et donc, c'était pas le hasard, c'était que mon destin n'était pas de terminer ma carrière de cette manière-là. Mais ça, on le lit parfois a posteriori. Mais il faut être capable de comprendre les clins d'œil que le destin vous envoie. D'où l'intérêt de ne pas se laisser envahir par l'émotion, d'écouter l'émotion, y compris la déception quand elle arrive, mais de ne pas la laisser gouverner notre vie, en fait. Absolument, absolument. De se laisser du temps pour voir un peu, pour lire un peu ce qui se joue réellement. Ah oui. Ça me rappelle une phrase que disait quelqu'un que j'ai connu, voilà, une amie qui me disait la vie n'est ni juste ni injuste, elle est cohérente. Oui, j'aime bien, oui. Oui, il y a de ça. Et c'est vrai, souvent. C'est vrai, ouais. Et je peux confirmer. J'ai mis quelques mois à me rendre compte que je ne me suis jamais autant épanoui professionnellement que dans cette radio. Ouais. J'ai travaillé dans plein d'autres endroits extraordinaires, mais ici, il y a quelque chose. Ouais. Et au bout de quelques mois, je me suis aperçu que je travaille dans une rue qui porte mon nom de famille. Ah bah oui, c'est vrai. Tiens. Je travaille rue Saint-Romain. Eh ben oui. Et je ne l'ai pas vu tout de suite. Hein. Ouais. Donc voilà, je suis assez d'accord que le destin est coquin, donc il se révèle pas tout de suite à nous-mêmes, puis il nous donne cette illusion du choix, du hasard, mais en réalité, il y a une cohérence absolue dans ce que la vie nous propose. Oui, tout à fait. Le hasard vient, mais en fait, ce qu'on ne voit pas toujours, c'est qu'il vous ouvre une porte. C'est ça. Quand j'ai fait mon service militaire en 1979, ça remonte pas hier. Au départ, je voulais le faire à Paris, dans mon univers, près de mon cocon familial, bien protégé. Et je me suis retrouvé embarqué sur un bateau de la Marine nationale à Toulon. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui a juste rien à voir. Sur le moment, j'ai maudit le destin. Ouais. Et avec le recul, je m'aperçois que ça m'a permis de connaître une aventure humaine hors du commun et qui m'a marqué, qui a fait partie des choses qui m'ont construite. Et donc, non, c'était pas le hasard. C'est parce qu'il fallait qu'à la faveur de cette expérience, je me suis retrouvé embarqué sur ce bateau de la Marine nationale. Il y a des choses que j'ai découvertes et que je n'aurais pas pu connaître si j'avais été planqué dans un bureau à Paris. Donc voilà, le hasard est parfois, le destin parfois taquin, mais il faut savoir se laisser taquiner et après introduire de la cohérence. Et c'est ce qui arrive avec mon personnage. Au départ, et accepter aussi nos propres failles, parce qu'elles font partie du cheminement. En fait. C'est-à-dire se dire, oui, là j'ai fait quelque chose de pas OK. Parce qu'on est doué, comme ce personnage, j'ai l'impression aussi, pour se mentir à soi-même. C'est-à-dire se raconter des histoires. Nous aussi, on se raconte notre propre histoire et souvent on reste aveugle à ce qu'on ne voudrait pas voir de nous-mêmes. Et c'est ce qui se fait. Il se dit oui, mais finalement, j'aide ce livre à être, avoir une exposition qu'il mérite d'avoir. Mais j'aurais pu le faire d'une autre manière, beaucoup plus honnête. Donc il se travestit quand même de lui-même. Mais au final, il le vit pleinement. Il accepte de le vivre pleinement. Et en le vivant pleinement, y compris dans ce qui n'est pas honorable, il peut éclore à lui-même, en fait. C'est ça.
comment préfet, vous le disiez, directeur de la sûreté aux aéroports, d'autres fonctions donc qui donnent accès à, on va dire, pas ce qui se passe derrière le rideau, parce qu'il y a toujours un rideau encore plus loin derrière, mais une lecture du monde un peu plus en profondeur, en fait, des interactions sociétales, politiques, etc. Est-ce que ça vient nourrir directement Oui, très, très directement. Parce que là, je vois, on parle d'Ukraine aussi, on parle de... Oui, absolument. Il y a des amis qui connaissent mon itinéraire professionnel me disent de temps en temps, tu devrais écrire tes mémoires, ce que je ne ferai jamais. Parce que c'est un exercice totalement narcissique, auto-centré, et dans lequel, généralement, on se donne le beau rôle. Donc, j'ai aucune envie d'écrire mes mémoires. Je préfère raconter ce que j'ai vécu à travers des histoires que j'invente, qui sont de pure fiction, mais qui se nourrissent de ce que j'ai connu, de ce que j'ai vécu, de ma vision du monde, à travers mes pérégrinations territoriales lorsque je déménageais à peu près tous les 2-3 ans, de mon passage à la présidence de la République où j'ai pu voir l'envers du décor, c'est-à-dire le cœur du réacteur, comment fonctionne l'État dans sa partie la plus stratégique et la plus vitale. Ça a beaucoup également nourri ma réflexion. J'ai travaillé avec les services de renseignement qui nourrissent le pouvoir politique d'un certain nombre d'informations tout à fait stratégiques, et ça aussi ça a alimenté et ça a enrichi la vision que je peux avoir de la société française, du monde, de la place de la France dans le monde, et plutôt que d'en faire des traités savants que personne ne lira, moi je préfère en faire des fictions parce que je trouve que c'est une manière de présenter les choses qui est plus attractive. Parce que dans ce livre, mais faut pas que j'en dise trop, mais voilà, la géopolitique n'est pas très loin. C'est ça, voilà. Enfin, on peut donner quelques mots-clés, mais voilà, j'ai parlé d'Ukraine, j'ai parlé... non, on va pas parler d'autre chose. Mais oui, il y a quand même... Et justement, parce que alors, moi, tout ça, c'est très très loin de mon univers, donc il y a un côté fascinant un peu... Du coup, raconter dans la fiction, c'est peut-être aussi un espace de liberté, parce que ça évite... Est-ce qu'il y a des craintes de se dire des fois... de se dire, oui, enfin... Je vais plutôt fictionnaliser parce que j'ai pas tellement envie d'avoir un monsieur un peu sombre qui m'attend en bas de chez moi et qui me dit là, Alain, fallait pas ça. Non, alors ma crainte n'ira pas jusque-là parce que nous sommes dans un pays quand même libre où on peut écrire et raconter un peu ce qu'on veut. En revanche, la fiction, oui, mais oui, tout à fait, oui. Alors, de par les fonctions que j'ai exercées, j'ai eu accès à des informations évidemment très confidentielles que je ne peux pas révéler en aucune manière. Voilà. Mais en revanche, rien n'interdit, à partir d'un élément ou d'un fait que j'ai connu, de créer mon histoire, ma fiction, mais personne ne sait que ça peut éventuellement se rattacher, le cas échéant, à quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est la liberté de l'auteur. Et c'est pour ça que c'est mieux que d'écrire ses mémoires ou je ne sais quel traité savant, c'est que la fiction, l'auteur, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Après, le lecteur, il adhère ou il adhère pas, mais l'auteur, il est libre devant son clavier d'ordinateur. Et donc, moi, je me nourris d'exemples ou d'histoires que j'ai connues ou d'affaires auxquelles que j'ai eu à connaître. Et à partir de là, j'invente ma propre histoire, mais je fais revivre ce que j'ai connu sous un visage différent. Oui, parce que finalement, peu importe, en fait, les noms, peu importe... Ce qui compte, c'est ce qui se vit, c'est le principe qui s'anime derrière, au final. Oui. Après, on peut le remettre en scène. Ça passe très très vite. Justement, j'aimerais savoir, du coup, votre matière littéraire, à vous, qui vous a inspiré, qui vous a nourri. Alors... Parce que j'allais dire John Le Carré. Alors, moi, j'aime beaucoup Romain Gary. Ouais. Je trouve qu'il a une écriture extraordinaire. Les promesses de l'aube. Là, je suis en train de relire Les Racines du ciel, qui est un des premiers romans sur la défense de l'environnement, la défense des animaux. Romain Gary est un auteur qui m'influence beaucoup par la densité, la richesse de son écriture que je n'approche même pas, fût-ce de loin. J'aime beaucoup également Pierre Lemaitre, qui est un auteur que j'ai découvert récemment. Je lis avec plaisir des auteurs plus populaires, mais populaire pour moi, c'est pas péjoratif dans ma bouche, parce que c'est bien écrit, c'est fluide et ça passe bien. Michel Bussy, Marc Lévy. Là, j'ai lu récemment Les Ombres du monde
qui parle du génocide du Rwanda. Alors c'est une fiction, mais extraordinairement bien documentée. C'est presque un roman historique, c'est-à-dire qu'à travers un roman, il rappelle un des épisodes les plus tragiques qu'ait connu l'Afrique depuis la décolonisation, donc les ombres du monde, sur le génocide du Rwanda. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors moi, je suis bien loin de ça. Je me compare pas à ces auteurs. Mais voilà, j'aime bien ce genre de littérature bien écrite, qui emporte le lecteur, qui est un peu le page turner dont vous parlez. On n'a pas envie d'arrêter avant la fin, et qui en même temps vous apporte quelque chose et vous instruit sur un épisode ou autre. J'ai lu également La Symphonie des monstres de Marc Lévy, qui à partir d'une fiction, dénonce ces enlèvements d'enfants ukrainiens par les Russes pour les déporter en Russie, les faire adopter par des familles. Et ça, c'est un des épisodes, c'est un des éléments les plus dramatiques de ce terrible conflit, où des enfants sont arrachés à leurs parents pour être adoptés par d'autres familles. Et c'est la commissaire aux droits de l'enfant en Russie qui organise cela. Et Marc Lévy, à partir de là, écrit une fiction qui vous prend à la gorge, je crois. Et voilà, j'aime bien ce genre de littérature. C'est bien écrit, ça parle bien, et en même temps, vous apprenez des choses. Mais la culture populaire, il y a un très beau... J'aime cette notion de culture populaire. La culture populaire, pour moi, c'est pas un gros mot. Ah non, voilà, et il y a une très belle... Bon, on va arrêter là, mais le film Incassable, réalisé par Shyamalan, parle de ça. C'est-à-dire un des personnages du film, voilà, explique que les livres et histoires de super-héros racontent le monde. En fait, et disent quelque chose de profondément vrai du monde. Et c'est vrai, la culture populaire a cette modestie qui fait qu'elle dit des choses sans se travestir. Sans en avoir la prétention. Voilà, et du coup, dit souvent des choses vraiment, vraiment pertinentes sur le monde qu'on habite. Merci beaucoup Alain, on est un peu en train de déborder. Je suis trop bavard, ça c'est mon grand défaut. Mais à l'occasion, on peut continuer à en parler. Pour ceux qui souhaitent se procurer vos livres, c'est sur Bookelist, c'est ça? Je vous explique. Donc, le tout dernier, L'Imposteur, il est disponible à la librairie Fauve à Créon, la toute nouvelle librairie, une très belle librairie qui s'est créée récemment et j'ai plaisir de faire un petit peu leur promotion parce qu'elle le mérite, gérée par vraiment une petite équipe formidable. Donc, il est en vente dans cette librairie. Sinon, il se trouve sur le site internet de mon éditeur Hugo Stern. Hugo comme le prénom, Stern, S-T-E-R-N. Donc, en tapant mon nom ou le titre, on peut l'acheter par internet. Et tous mes autres romans que j'ai auto-édités, donc j'ai tout fabriqué, y compris la couverture avec ses petits défauts, eh bien, c'est sur une plateforme d'auto-édition qui s'appelle bookelist.com. Merci beaucoup Alain. Et merci de m'avoir reçu. Je propose, parce que comme on est un peu dépassé, on va écouter un petit morceau de musique tout de suite que vous allez choisir.